Et vous êtes toujours sur Radio Soupan, si vous êtes des gens sérieux. La station des Rapins, 100 fois 100 haut et 100 courbat, l'émission Araka, qui va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la partie artistique consacrée aujourd'hui à 3 poètes de la commune, 2 très connus et 1 complètement oublié. Les 2 très connus, c'est Verlaine et Rimbaud, et le complètement oublié, c'est Eugène Châtelain. Ouais, alors on va commencer par parler un petit peu de Rimbaud. Alors je vais m'inspirer pour ce que je vais raconter du site des Amis de la Commune de Paris, commune1871.org, un article signé Denis Bonvalot qui s'intitule Rimbaud, poète génial et vrai communard, et du petit bouquin de ma copine Lolo sur les poètes de la commune. Aujourd'hui encore, en fait, il n'y a aucun témoignage et aucun écrit qui ne peuvent affirmer ou réfuter la présence de Rimbaud à Paris durant la commune. Dans le petit Segers, justement, il y a beaucoup de pages qui... plusieurs versions où les gens se tirent un peu dans tous les sens pour savoir s'il était présent ou pas à Paris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rimbaud était présent à Paris à la veille de la commune, entre le 25 février et le 10 mars 1871. Ça, il y a des traces. Il en parle longuement dans un courrier en date du 17 avril qu'il a adressé à Paul Dumini. Et la commune, bien sûr, on le sait, est programmée le 18 mars. Donc, durant ce temps, Rimbaud serait plutôt resté à Charleville. On sait qu'il a fait beaucoup d'allers-retours, qui partait de Charleville, qu'il est revenu à Paris. Mais là, il serait plutôt à Charleville. Et d'ailleurs, Charleville, c'est sa ville natale. Et le 15 mai, il écrit à Georges Isambard, qui est son ancien professeur, ces colères folles qui me poussent vers Paris où tant de travailleurs meurent, pourtant encore, tandis que je vous écris. Donc c'est qu'il serait quand même à Charleville. Et dans ce texte majeur, où Rimbaud fait part de son évolution poétique, on peut constater aussi tout son désarroi vis-à-vis du combat perdu des communards. Et dans ces lignes, on va trouver du cynisme, de la provocation, de la révolte, une envie de sacrifice et surtout la grande souffrance d'un adolescent, car à cette époque-là, Rimbaud, il faut le rappeler, il n'a que 16 ans et demi. Alors, il est élevé dans une famille... il est élevé très strictement au sein d'une famille religieuse qui respecte l'ordre établi, un milieu très étriqué, conservateur, avec une mère très avare de tendresse, bigote, qui est toute la seule. folle coche, quoi. Voilà, qui est toute seule avec ses 4 enfants parce que son mari est officier, il est souvent absent, il est en Crimée, donc elle est toute seule avec ses enfants et elle leur fait pas de cadeaux et très rapidement Rimbaud, même très jeune, va écrire ses souffrances vis-à-vis d'une mère qui rêverait, une mère aimante, une mère douce, et même ce qu'il va écrire même plus tard quand il écrit oui, c'est ça. Donc, dans les poètes de 7 ans, Rimbaud, il confirme ce témoignage sur cette geôle familiale où il dit qu'il suait d'obéissance, où pour pouvoir lire en paix, il fallait se renfermer dans la fraîcheur des latrines, où il craignait les blafards dimanches de décembre consacrés à la lecture de la Bible, lui qui n'aimait pas Dieu. Malgré tout, bon, alors Charleville, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire à cette monotonie. Donc il va quand même s'affranchir de ses contraintes et il va rapidement choisir le camp des opprimés et de la contestation, et il va afficher sans réserve son adhésion au combat pour changer la vie. Et ça, déjà dès l'âge de 13 ans, il manifeste sans ambiguïté ses opinions révolutionnaires. Et un condisciple du collège de Charleville qui lui demande ce qu'il pense du coup d'État du 2 décembre, il réplique sèchement « Napoléon III mérite les galères ». À 13 ans. À 13 ans. À 14 ans, il exprime toute son intelligence, avec toute son intelligence et son talent, cette horreur, cette révolte, il l'exprime dans ses premières œuvres, et c'est toute la générosité, c'est toute l'émotion contenue dans ce qu'il va écrire, les étrennes des orphelins. Il y a la fierté et l'engagement qui vont être exprimés dans Soleil et chair ou dans Le Forgeron. On peut citer par exemple rapidement l'homme a relevé sa tête libre et fière, le peuple n'est plus une putain. Et dans une composition qui lui valut un premier prix académique, il ose dénoncer, donc il n'a même pas 15 ans, à propos du thème qui est imposé, qui s'appelle Jugurtha, la politique de conquête menée par la France en Afrique du Nord. Il qualifie les Français d'envahisseurs qu'il faut chasser par les armes. Alors avec beaucoup d'habileté, il va substituer l'émir Abdelkader à Jugurtha. Bon, Abdelkader est un personnage illustre et contemporain de Rimbaud,
qui lui aussi a dirigé la résistance contre les Français, les envahisseurs. Et donc ça, ce sont des lignes qui sont écrites en juillet 1869, alors que Badaguet est empereur et la censure vigilante. C'est donc très jeune que Rimbaud refuse les idées et les règles bourgeoises et qu'il prend consciemment parti pour l'humanitarisme contre le conservatisme et l'ordre social imposé. Avec les communards, il dénonce une classe qui capitule facilement et qui se presse de traiter avec l'adversaire pour conserver le pouvoir et ses privilèges, donc Bismarck plutôt que la République et la Commune. Ça, c'est Thiers. Voilà. Celle-ci défaite, Rimbaud exprime sa rage et sa déception dans des poèmes qui seront parmi les plus beaux de son œuvre, à la fois très durs et généreux, comme Le cœur du pitre, L'orgie parisienne, dont je lirai quelques strophes tout à l'heure, et Ses mains de Jeanne-Marie. Donc Rimbaud n'a pas mis genou à terre, communard il est, communard il reste, et dans les 2 années qui suivront la Commune, c'est à corps perdu donc il poursuivra son travail de poète, et ses chefs-d'œuvre resteront marqués par l'éternelle révolte et par une vision anticipatrice et moderne de la vie, voilà, qui vont placer l'homme et le poète hors du commun et de l'oubli. Donc c'est quand même un poète, effectivement, un poète génial, un éternel insurgé, et le chantre de la Commune qui fascinera toujours, quoi. Les combattants de la liberté trouveront toujours à leur côté Arthur Rimbaud, lui qui écrivait « Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre ». Cette volonté est donc celle des communards d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà ce qu'écrit Denis Bonvalot. Et voilà ce qu'écrit Rimbaud, justement, à peine la tuerie de la Commune terminée. Il lance un grand cri contre ces lâches bourgeois qui vont revenir s'installer au banquet de la jouissance. Donc c'est son poème L'orgie parisienne où Paris se repeuple. Oh lâche, la voilà, dégorgée dans les gares, le soleil essuya de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblèrent les barbares. Voilà la cité sainte assise à l'Occident. Allez, on préviendra les reflux d'incendie, voilà les quais, voilà les boulevards, voilà les maisons sur l'azur léger qui s'irradie et qu'un soir la rougeur des bombes étoila. Cachez les palais morts dans des niches de planches, l'ancien jour effaré rafraîchit vos regards. Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches, soyez fous, vous serez drôles étant hagards. Tas de chiennes en rut mangeant des cataplasmes, le cri des maisons d'or vous réclame. Volez, mangez, voici la nuit de joie au profond spasme qui descend dans la rue. Ô buveurs désolés, buvez. Et donc je voulais préciser qu'effectivement Rimbaud, même s'il n'était pas à Paris pendant la Commune, en fait était sur Charleville, mais entre tout passait beaucoup de temps sur les routes. C'est comme ça aussi qu'il a écrit Ma Bohème. Il est allé jusqu'en Belgique, et que quand il écrit justement ce Dormeur du Val, en fait il est entre Mézières et Charleville, et même si lui n'a pas encore vu d'image de guerre, parce que les Prussiens sont pas arrivés, il a déjà cette sensibilité justement à ce que peut être un soldat, les soldats morts, quoi. Donc on va continuer avec un autre poète connu qui est Paul Verlaine. Alors Paul Verlaine, voilà son engagement par rapport à la Commune de Paris. Paul Verlaine naît à Metz le 30 mars 1844. La famille est partie s'installer à Paris en 1851. Il a donc 7 ans. Et là, le tout jeune Verlaine fréquente le lycée Bonaparte, qui est devenu le lycée Condorcet, et puis l'école de droit. Rapidement, il fera un premier poème qu'on dit de potache, qui s'appelle Des morts, et qui magnifie les vaincus des insurrections parisiennes de 32 et 34, et l'étranglement de la République et de l'Empire autoritaire. Et il compose même une chanson anti-bonapartiste où il dit « On prétend que Badaguet doit finir comme Antoinette. Oh là là !» Voilà, après il va publier en 1863, donc il a 19 ans, dans la revue du Progrès moral de Louis-Xavier de Ricard, un sonnet, Monsieur Prudhomme. Et là, ça inaugurera justement ses attaques contre les bourgeois vessards. Il est expéditionnaire en 1864 à la mairie du 9e, puis ensuite à l'Hôtel de Ville. Il va collaborer au Parnasse contemporain, qui est une revue hebdomadaire de poésie qui est fondée par Catulle Mendès et qui publie les œuvres de plusieurs poètes contemporains de cette époque-là. Alors avec Louis-Xavier de Ricard et Léon Cladel, il fait partie de l'aile gauche des Parnassiens. Donc il critique cette conception romantique et conformiste de la poésie, ce qu'il appelle des jérémiades lamartinesques et autres. Donc ces poèmes révèlent effectivement un langage neuf et singulier.
avec l'expression des sensations recouvre l'angoisse sous-jacente. En 67-68, il écrit au Hanneton, qui est un périodique satirique, qui est fondé et animé par le poète Eugène Vermersch. Alors on ne va pas en parler encore aujourd'hui, mais effectivement, c'est bien qu'on puisse citer son nom, parce que ce Vermersch est le futur rédacteur du père Duchesne. Voilà. Et là, il voisine avec le graveur aussi Catelin, qui sera chef de la sûreté quand le drapeau rouge flottera sur l'hôtel de ville de Paris. Donc Verlaine a déjà des idées très extrémistes et il tient sa place dans le concert de l'opposition à l'Empire. Un de ses meilleurs amis, c'est le musicien Charles de Sivry, qui lui sera interné par les Versaillais au camp de Satory après la défaite de la Commune. Le 11 août 1870, Verlaine épouse la sœur de cet ami, Mathilde Manté, qui est d'ailleurs une élève de Louise Michel. D'accord. Voilà, laquelle donc assistera au mariage à la mairie de Montmartre. Les connexions se font. Tout à fait. Et le 4 septembre, donc, le poète applaudit à la proclamation de la République, puis va s'engager au 160e bataillon de marche de la garde nationale. Donc, contre le roi de Prusse, Verlaine et ceux qu'on appelle déjà les communards espèrent donc instaurer cette République sociale. On sait que ça sera pas gagné. Donc après le 18 mars 71, le comité central de la garde nationale prend le pouvoir. Verlaine assiste aux obsèques du fils de Victor Hugo, et là d'ailleurs il épouvante Edmond de Goncourt par ses propos subversifs. On sait que les Goncourt étaient plutôt des réactionnaires, oui. Et des antisémites notoires. Ouais. En plus. Voilà, donc pendant la Commune, il est recommandé par ses amis Raoul Rigaud, Delecluse, Andrieux, Edmond Lepelletier, par des communards notoires. Le petit commis rédacteur est bombardé, donc chef de bureau de presse de l'hôtel de ville. Donc il fait corps avec cette révolution qui dit à la fois pacifique et redoutablement conforme. Après la fin de la semaine sanglante, à la fin de la semaine sanglante, Verlaine craint donc la répression et il part se cacher avec sa femme dans le Pas-de-Calais chez un oncle. Et il reviendra à Paris en août 1871 et là il s'abrite chez ses beaux-parents. Il ne reprend pas son emploi à l'hôtel de ville. Il est enthousiasmé par les poèmes que lui adressait le jeune Rimbaud, notamment les premières communions et l'orgie parisienne. Et Verlaine appelle le petit prodige à le rejoindre dans la capitale, où là ils vont cohabiter dans la rue Campagne Première, donc dans le 14e arrondissement. C'est à cette époque d'ailleurs que Fantin-Latour fait un tableau qui s'appelle Le coin de table, où les deux jeunes poètes figurent côte à côte. Donc il participe au cercle des utistes. Donc là on retrouve le caricaturiste André Gide, qui lui avait été conservateur au musée du Luxembourg en mai 71. On avait parlé d'André Gide dans une émission précédente. Son ami Charles de Citry lui sort à peine de Satory. Camille Pelletan lui dénoncera les crimes versaillais dans la semaine de mai. Et Jean Richepin et nombre de poètes qui dissimulent à peine leur sympathie pour la Commune. Et puis Verlaine va partir en Belgique avec l'époux infernal, donc c'est Rimbaud. Et Mathilde, sa femme, accourt à Bruxelles. Elle tente de reconquérir son mari. Elle lui propose d'aller se fixer avec lui en Nouvelle-Calédonie, justement pour retrouver Louise Michel et leurs amis déportés. Verlaine hésite et il va se réconcilier avec sa femme, mais il s'enfuit à nouveau pour rejoindre Rimbaud et il part avec lui pour Londres en septembre 1871. On sait que la liaison est tumultueuse et elle se poursuit jusqu'en juillet 1873 où là le drame passionnel la tranchera. Bon, à Londres, les deux poètes sont liés d'amitié à la petite colonie française des communards exilés. On a vu qu'il y avait beaucoup de communards qui s'étaient réfugiés à Londres. On va retrouver Eugène Vermersch. Et c'est sous l'influence de ce dernier que Verlaine, d'ailleurs, complète le poème qu'il avait consacré à l'écrasement de la Révolution de 48. Il rajoute des strophes qui sont dédiées aux vaincus de mai 1871. Mais là, bon, elle ne parle pas de découragement, mais plutôt d'une volonté de revanche. Verlaine donne même son adhésion au Cercle des études sociales, qui est fondé par le journaliste Lissa Garet. On sait que Lissa Garet a écrit tout un journal de la Commune, qui est vraiment une des mémoires les plus importantes aussi sur l'histoire de la Commune. Bon, puis après, on sait que malheureusement, Verlaine va sombrer dans l'alcoolisme, le mysticisme, et que même s'il continue de fustiger la France bourgeoise,
et de saluer la commune, de dire que Louise Michel est très bien. C'est ce qui lui fait un poème d'ailleurs, où à chaque fin de strophe, il met Louise Michel est très bien. Il a la syphilis et il va mourir en 1895. Et là, il écrit un dernier poème, La mort, qui constitue un testament spirituel. Donc c'est une triste fin en fait. Ouais. Et il s'est terminé avec sa femme ou pas? Je sais pas, c'est pas précisé là dans ce. Mais voilà, c'est vrai qu'il a beaucoup bu, il buvait de l'absinthe. Bon, il était très mal en point. C'est une vie courte et très riche, quoi. On dirait une vie de patachon. Voilà, on dirait une vie de patachon. Ouais. Alors effectivement, il a écrit donc plusieurs poèmes durant ces périodes communales. Alors, Monsieur Prudhomme, effectivement, le Monsieur Prudhomme, c'est le bourgeois insignifiant, quoi. Donc voilà, par exemple, ce qu'il peut dire dans un poème qui s'appelle Monsieur Prudhomme. Il est grave, il est mère et père de famille, son faux col engloutit son oreille, ses yeux dans un rêve sans fin flottent insoucieux, et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille. Que lui fait l'astre d'or, que lui fait la charmille, où l'oiseau chante à l'ombre, et que lui font les cieux et les prés verts et les gazons silencieux, Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille, avec Monsieur Machin, un jeune homme cossu, il est juste milieu, botaniste et pensu. Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles, ces fainéants barbus mal peignés, il les a plus en horreur que son éternel coryza, et le printemps en fleurs brille sur ses pantoufles. Ouais, après, il y a sa ballade en l'honneur de Louise Michel, où là, il rappelle toutes des femmes importantes. Alors, voilà, par exemple, la première strophe, c'est Madame et Pauline Roland, Charlotte, Théroigne, Lucille, presque Jeanne d'Arc, étoilant le front de la foule imbécile, nom des cieux, cœur divin, qu'exile cette espèce de moins que rien, France bourgeoise au dos facile, Louise Michel est très bien. Voilà, et il y a plusieurs strophes comme ça où il termine à chaque fois, Louise Michel est très bien. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, oh le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Voilà, c'était Il pleure dans mon cœur, interprété par Marc Robin, donc un poème de Paul Verlaine. Oui, magnifique poème encore. Puis Marc Robin, on adore. Et tout de suite, toujours sur Radio Soupente, la station des Raffins, 100 fois 100 voix sans courbette. Et ça tombe bien, puisqu'on parle là, non pas de rapins, mais de poètes, et la différence entre les poètes et les rapins, enfin la différence matérielle est insignifiante. Ils sont tous les deux. C'est la bohème de Murger, quoi, voilà. Même à leur maturité, etc., ils n'ont jamais flotté sur un lit gonflable de billets de banque. Pour ma part, je vais vous parler de l'inconnu, puisque je colle à cette émission en marge, voilà, d'un Eugène Châtelain, qui est né autour des années 30, 1830, et qui est mort autour des années 1900, 1902. Un poète ouvrier,
Voilà, ça déjà, ça signifie beaucoup de choses. Ça plaît à notre euro. Hein. Hein, oui, et puis ça s'explique aussi par le fait qu'on l'ait complètement oublié. Hein. Pourtant, vétéran de 1848, hein, c'est pas rien, il fut un acteur du mouvement communaliste, un combattant de la Semaine sanglante et un chansonnier politique, ami d'Eugène Pottier. Déjà là, on voit que on n'a pas affaire à un petit rigolo, à un petit gigolo. Hein, non. Ouais, c'est stimulant cette intro. Ouais, c'est un poète ouvrier, voilà. C'est déjà quand poète et ouvrier sont accolés, ce qui est assez rare quand même, il faut le dire. Mais quand ça existe, c'est absolument magnifique. Il est né à Paris, dans un milieu modeste, on s'en doute. S'il est ouvrier, il est pas né chez un bourgeois pensu. Le jeune Eugène Châtelain, orphelin de père à 6 ans en plus, c'est fait encore, hein, se fait ouvrier ciseleur, qui est un métier, un petit métier. L'insurrection contre le roi Louis-Philippe en février 1848 le marque durablement. Cependant, après la ferveur démocratique du printemps, il combat à seulement 19 ans sur les barricades en juin 1848 contre les troupes du général républicain Cavaignac. Alors, je suis un peu déboussolé, puisque voilà, ils ont foutu Louis-Philippe dehors, mais c'est quand même un général républicain qui leur tombe sur la gueule. Alors, ça, c'est un mystère, le mystère de la politique probablement. Dans ces époques reculées, on passait vite. L'arme à gauche, mais pas l'arme à gauche en voulant dire mourir, mais en voulant dire on changeait facilement son fusil d'épaule au service d'une république qui n'avait que le nom de république, ou d'une royauté qui se cassait la gueule. Autodidacte, ouvrier évidemment, autodidacte. Il n'a pas fait des études supérieures ni universitaires. Il troque le marteau pour la plume. J'aime bien l'image. Il collabore à La République, le premier journal de la Révolution qu'a fondé Eugène Barrest. Mais, en décembre 1851, il se retrouve sur les barricades au milieu des républicains opposés au coup d'État perpétré par Louis-Napoléon Bonaparte. Et vraiment, ils ont ça dans le sang, les Bonaparte, de faire des coups d'État. Bien qu'il ne fût visiblement pas poursuivi, le recueil de chansons politiques qu'il avait alors composé aurait été confisqué avant publication lors d'une perquisition. Parce que déjà, à cette époque, je crois que le 19e siècle a inauguré tout ce qu'on subit maintenant. Les perquisitions, les mises en examen, les prisons, etc., etc. Enfin, voilà, c'est le départ de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'avec l'écrasement de la Commune, évidemment, toutes ces belles idées qu'avaient ces républicains d'alors ont été un petit peu effacées. Donc c'est un vétéran de 48 et sous l'Empire, il ouvre un cabinet d'affaires qui lui attire quelques ennuis sans doute. Hein. Un révolutionnaire qui ouvre un cabinet d'affaires, je vois pas très bien. Il lance également localement un journal, l'Ouest parisien, et un almanach populaire, les étrennes du peuple. La montée de l'opposition républicaine le relance en politique. Socialiste proudhonien, il entre au Courrier français d'Auguste Vermorel et fonde un journal éphémère, le Franc-Parleur de Paris. En mai 1869, il est même candidat de la démocratie radicale aux élections à Paris dans le 6e arrondissement. Socialiste proudhonien, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Proudhon était considéré comme un penseur, de l'anarchie française. Voilà. Et c'est pas vraiment un personnage sympathique. Sympathique, on veut pas dire. Il était pas féministe du tout, mais c'était, on dirait, un patriarcal personnage, comme ma camarade aime bien nous qualifier, nous les mecs. Hein, on est tous des patriarcaux. Et ben, Proudhon en est un vrai gros con. Voilà, il était pote avec Courbet, mais je me demande ce que Courbet faisait avec un proudhonien, de Courbet d'ailleurs qui a fait son portrait de Proudhon et de sa femme, parce que vraiment, voilà,
la conception de Proudhon, parce que quand Proudhon dit la propriété c'est le vol, attention, c'est pas du tout ce qu'on imagine. La propriété c'est le vol, c'est la propriété économique. C'est la propriété des moyens de production. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas la propriété de votre petit pavillon de banlieue, hein. Vous avez le droit de le garder. Voilà. Non, non, c'est pas un personnage très sympathique. Hein. Ouais. Le 4 septembre 1871 se rapproche tout doucement, jour de la proclamation de la République. Il se mêle à l'effervescence politique de la capitale. On se doute bien qu'un ancien de 48, il va pas rester les mains dans les poches en train de siroter son absinthe au bistrot du coin. Il y va. Affilié à la Première Internationale, son nom figure sur la liste des adhérents de la section du Panthéon. Il se passe beaucoup de choses dans ces coins-là, la rue Soufflot et tout. Voilà, c'est parce que les barricades de 48, c'était rue Soufflot. Hein, et en 68, il y a eu aussi les barricades rue Soufflot. Hein, bon. Ouais. Il y a des rues comme ça qui sont vouées aux barricades à Paris. Il anime pendant le siège avec des amis politiques, Miot et Verdure, des journaux révolutionnaires à la vie brève. La Commune de Paris et l'Œil de Marat. En fait, il y avait une quantité de journaux à cette époque. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, avec tous nos moyens, alors maintenant c'est plutôt sur le net que ça se passe. Les gens, ils naissent tous les jours sur le net, des nouveaux blogs, des nouveaux machins, des nouveaux trucs. On en perd un peu la tête d'ailleurs parce que bon, là je pense que c'était plus facile de lire leurs petits journaux que d'aller sur... La presse écrite était vraiment très riche. Ouais. Surtout le comité de vigilance du 1er arrondissement auquel il appartient le délègue au comité central républicain des 20 arrondissements. Longtemps secrétaire, Eugène Châtelain prendra part aux décisions d'un comité en charge de la défense et du ravitaillement. Il poète, un mec poète ouvrier, attention. Il figure ainsi parmi les initiateurs de la Ligue républicaine de défense nationale à outrance, qui se réunit à son domicile, rue Saint-Honoré. Elle va se dire, à cette époque-là, c'est pas la rue du Faubourg, c'est la rue Saint-Honoré. Délégué en vue, plusieurs fois arrêté suite aux journées révolutionnaires du 31 octobre et du 22 janvier, il refuse d'être candidat de la commune, fustigeant dans un courrier la faiblesse de la lutte contre Versailles. Bravo! En conséquence, il entre au comité central de la garde nationale et combat pendant la semaine sanglante. Ayant fui en exil à Londres, il sera condamné par contumace à la déportation. Il avait d'abord trouvé refuge à Jersey, où il appartint à la Société des Républicains Socialistes, fondée en 1872 par les proscrits de l'île. Il y avait les proscrits dans ce temps-là, dans ce île. Voilà. Bon, sa reconnaissance a été très tardive, et puis elle n'a pas duré longtemps, puisqu'aujourd'hui tout le monde l'a oublié. À son retour en France, Eugène Châtelain ouvre un cabinet de contentieux, je vous l'ai déjà dit, proche du Crédit du Peuple et de son fondateur. Il devient naturellement membre du cercle Jules Varley. Vous connaissez Julot, hein, c'est un sacré Jules. L'enfant, le bachelier et l'insurgé. Et l'insurgé, voilà. Une trilogie que tout le monde devrait lire. On devrait commencer à l'école, en primaire, et puis en finir à l'université. Lui-même fonde en 1885 le Coup de Feu, à la fois cercle littéraire, revue politique mensuelle, qui, après scission, comme c'est bizarre, devient la revue européenne, fidèle à la Révolution de 1871. Il contribue aussi avec Cluseret et Félix Piat, nouveau député, à la formation d'un groupe révolutionnaire socialiste. Mais ces mecs-là, ils s'arrêtent jamais. Il y a un truc qui s'arrête, ils recommencent ailleurs. Et voilà, c'est quand même, ils avaient ça dans la peau. Ça, c'est quand même complètement admirable. La Commune... Ça, c'est le nom de son groupe révolutionnaire socialiste. Il participe comme trésorier à la constitution de la solidarité des combattants de la Commune, qui admet dorénavant enfants et parents de communards. Alors, il est proscrit, évidemment, de 1871 à 1877. Après plusieurs échecs, l'œuvre de Eugène Châtelain est enfin publiée. Plusieurs recueils de chansons et de poèmes paraissent. Les Exilés de 1871-1886, Fleurs ignorées, mais derrière-nées. Alors, Fleurs ignorées, mais derrière-nées en 1891.
à côté des textes d'inspiration sentimentale. Il célèbre le mouvement communaliste, son échec et ses espoirs. À cette époque, il est d'ailleurs vice-président de la Lys Chansonnière, société littéraire née en 1831. À sa mort, en 1902, il fut dignement célébré jusqu'au dernier jour. Châtelain, jeune d'esprit et de cœur, à 72 ans, fidèle aux muses et à la Révolution, est resté le plus désintéressé des militants. Voilà, comme j'aime, comme doivent mourir les militants. Bah, c'est vrai qu'il n'y a rien à redire, quoi. Là, dans le Petit Segers, c'est pareil, hein, ils disent bien en conclusion qu'il a sa réputation d'un homme de courage, de caractère et de talent. Alors voilà quelques lignes du proscrit de 1871, c'est le début de son poème. J'ai combattu pour ma pensée, pour la justice et pour le droit, contre une foule intéressée dont le capital est roi. J'ai combattu contre les crimes de la vieille société qui martyrise ses victimes au nom de la propriété. Par les balles couchées par terre, je me suis relevé, vaincu, et depuis ce temps, j'ai vécu sous le ciel gris de l'Angleterre. Mourir n'est rien, c'est tout de vivre, mais comment faire pour manger? Le maître a dit, il vous faut suivre comme les moutons le berger. En m'insurgeant contre cet ordre, révolté, j'ai fait mon devoir. Je suis tombé sans pouvoir mordre, j'ai vu le sang de l'abattoir. Par les balles couchées par terre, je me suis relevé, vaincu, et depuis ce temps, j'ai vécu sous le ciel gris de l'Angleterre. Quand se rouvrirent mes paupières, immobile était tout mon corps, j'étais étendu sur des pierres, et seul vivant parmi des morts. Le combat s'achevait, terrible. Les obus courant dans les airs, je me traînais presque insensible à la lueur de leurs éclairs. Par les balles couchées par terre, je me suis relevé, vaincu, et depuis ce temps, j'ai vécu sous le ciel gris de l'Angleterre. Parvenu près d'une masure, j'y frappais, la porte s'ouvrit. Voulez-vous panser ma blessure, dis-je. Sans répondre, on me prie, j'étais sauvé. C'est une fille belle d'audace et de vertu qui me reçut dans sa famille, elle-même avait combattu. Par les balles couchées par terre, je me suis relevé, vaincu, et depuis ce temps, j'ai vécu sous le ciel gris de l'Angleterre. Voilà. C'est le début de la moitié de la poésie. C'est magnifique. Et je voudrais vous lire un morceau d'une lettre d'Eugène Châtelain de refus à la candidature en mars 1871. Citoyens, je ne vois pas la victoire du 18 mars de la même façon que vous. On a laissé sortir l'armée de Paris. On n'a point arrêté les traites de la défense nationale alors qu'on pouvait le faire. La Banque de France est gardée par les bataillons réactionnaires. Je ne veux assumer la responsabilité d'aucun de ces faits irréparables. En politique, toute faute est un crime. La lutte que nous aurons à soutenir sera terrible et sans vouloir insulter personne, je dis à ceux auxquels je réponds, beaucoup de vous seront à l'abri des balles que je ferai encore face à l'ennemi. Non mais il y en a pas mal qui siègent en ce moment à la Chambre des députés ou dans des choses comme ça, au Sénat, etc., qui devraient relire ces quelques lignes de Châtelain. Ça leur donnerait peut-être un petit regain de, comment dirais-je, pas de patriotisme, mais d'honnêteté. Ouais, c'était une belle découverte, cette Eugène Châtelain. Il n'y a rien sur lui pratiquement. Hein. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est à peu près tout ce qu'on possède. Voilà, effectivement, c'est toujours ce site des Amis de la Commune qui est vraiment très riche, très très documenté, qui fait cette bio, qui est bien plus d'ailleurs, qui est bien plus complète que celle de justement là pour le coup sur le Petit Segers, il y a beaucoup moins de choses. Là. Ouais. Voilà, donc c'est ça auquel il faut penser, je crois, aujourd'hui. En dehors des grands héros connus de la commune, Ferré, Michel, Rochefort, Vallès, etc., Varlin, et tous ces gens-là, il faut penser aussi à tous ces anonymes, tous ces disparus de la mémoire populaire, comme Châtelain, et qui sont vraiment beaucoup plus nombreux que ceux qu'on a retenus. Voilà. Parce que s'il y a eu à la louche 30 000 fusillés au cours de la semaine sanglante, moi je contesterai pas du tout ce chiffre, puisqu'il y a une chanson d'époque
qui dit aux 100 000 fusillés. Alors voilà, entre 100 000 et 30 000, ça fait quand même 70 000 de moins. Mais enfin, ceux qui étaient là à l'époque, sans aller compter les morts un par un, ils ont bien vu qu'il y avait un carnage invraisemblable. Voilà. Donc, il faut aussi penser à tous ces morts anonymes, voilà, de la commune. Quand on ira au mur des fédérés, c'est pas simplement les premiers de cordée qu'on ira saluer, mais c'est surtout tous ceux dont les noms ont été complètement oubliés. Ouais, alors là, je ne sais pas si on reviendra sur ces poètes, mais sinon, pour citer brièvement, par exemple, dans le petit Segers, là, il parle de Maurice Bouquet. Alors, Bouquet, B-O-U-K-A-Y, poète, chansonnier montmartrois à la veine populiste, qui a écrit des chansons rouges qui ont été illustrées par Stendhal et qui fait une place au souvenir des déportés de la Nouvelle-Calédonie et des fédérés justement massacrés dans le cimetière du Père-Lachaise. Il parle aussi de Henri Brissac, qui lui est né en 1826, qui est un homme de lettres, qui a travaillé au combat, aux Vengeurs, à la Commune, qui a été secrétaire de la commission exécutive de la Commune et du comité de salut public, et qui quitte son poste de l'hôtel de ville quand ce bâtiment sera incendié, qui a été arrêté, condamné aux travaux forcés, qui a été à l'île de Nou en Nouvelle-Calédonie pendant 7 ans, et qui a laissé des souvenirs de prison et de bagne, voilà, qui est rentré de déportation, qui a adhéré au parti ouvrier de Gued. Voilà. Oui, il y en a, ici, je vois Julien Hippolyte Devic, un artiste communard complètement tombé dans l'oubli. En redécouvrant des artistes communards, on prend de plus en plus conscience du fait que la répression qui a suivi ce mouvement révolutionnaire a littéralement anéanti l'avenir d'artistes connus avant 1871. Si parmi ceux qui sont parvenus à s'exiler, certains ont pu réussir leur carrière à l'étranger et à revenir en France après l'amnistie pour reprendre sans encombre leur travail, Dalou notamment, en revanche, ceux qui ont été arrêtés et condamnés à la déportation par les tribunaux versaillais ont, dans leur presque totalité, sombré dans l'oubli, et il est aujourd'hui difficile de retrouver leurs traces. Voilà, et là, il y en a encore une tartine que je vais vous épargner, mais il faudra insister, je crois, surtout, pour moi, ceux qui me touchent le plus, c'est justement tous ces gens qu'on a complètement oubliés. Voilà. Et pour ça, ma pensée va vers eux, aussi évidemment vers les têtes d'affiche, mais plus vers les oubliés. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos 2 mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée que le vent du matin vient glacer à mon front, souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés rêve des chers instants qui la délaceront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête toute sonore encore de vos derniers baisers, laissez-la s'apaiser de la bonne tempête et que je dorme un peu puisque vous reposez. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos 2 mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux, l'humble présent soit doux. Donc c'était la chanson Voici des fruits, des fleurs, un poème de Verlaine interprété par Julos Bocarne. Et vous êtes toujours sur Radio Souport, la station de Rapin 100 fois 100 lois et 100 courbettes, l'émission Araka qui se termine avec le culturel. Et les expos maintenant. Ah non, pardon, les expos, j'ai complètement oublié qu'il y avait des expos qui existaient. Excusez-moi, les galéristes et les musées. Donc on peut rappeler nos galeries évoquées la semaine dernière, donc à Morez-sur-Loing, où un collectif de graveurs dont Alice Amoroso expose, figuré, non figuré. La Ilia Grimberg à la galerie Kaléidoscope au 8 ou au 7 rue Chapon.
D'ailleurs, il paraît qu'il y a une expo du Buffet dans la même rue, au 21 rue Chapon, une exposition avec des dessins de du Buffet. Ça, c'est Florence qui nous a affilé ce tuyau. Et il y a toujours les mondes magiques de Sophie Sanrap, organisé par la Galerie de la Femme à Barbe. C'est à l'œil de la Femme à Barbe. L'œil de la Femme à Barbe, c'est à Levallois-Perret. Et je rajouterais une expo qui me faisait bien envie, c'est au Petit Palais, ça s'appelle Édition limitée. Volard, Petiet et l'estampe de maître. Donc l'affiche est magnifique, c'est une gravure sur bois qui est très très belle. Voilà, donc en fait c'est la figure d'Ambroise Vollard en tant qu'éditeur d'estampes et de livres illustrés, puis après son successeur Henri Petiet. Donc là il y a pas mal d'œuvres qui ont été soutenues, donc d'artistes qui ont été soutenus par Vollard. Donc il y aura des œuvres de Bonnard, Picasso, Mayol, Redon, Chagall, Rouault. Donc c'est une exposition qui a l'air vraiment, vraiment intéressante. En plus la gravure, nous on aime bien. Et puis il y a un catalogue pas très cher. Voilà, un catalogue qui est à 29 euros. Puis samedi, c'est samedi 29 mai. Il y a une grosse animation pour fêter, c'est pas un mot juste, puisque c'est la fin de la semaine sanglante. Donc c'est plutôt accompagner la fin de la semaine sanglante du 150e anniversaire de la Commune de Paris, avec un rassemblement à partir de 10h sur la place de la République à Paris, avec ensuite une montée au mur des Fédérés. Et pour ceux qui veulent bien aller jusqu'à Montreuil, place de la Fraternité, à partir de 18h, il y aura des festivités. Voilà, il y aura des festivités avec un concert de Johnny Montreuil, entre autres, et la fanfare invisible. Donc voilà, donc on vous invite grandement à rejoindre cette montée au mur des Fédérés. Puis pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'à Montreuil, c'est à partir de 18h, place de la Fraternité. Voilà, alors après dans le culturel, moi j'ai lu le bouquin de notre copine Florence, qui est Florence Belenfant, qui s'appelle La combattante et le zouave noir. Donc c'est une pièce de théâtre, c'est un dialogue entre Louise Michel et un zouave noir qui dans la nuit du 30 avril 1871, ils sont devant la gare de Clamart, ils sont là tous les deux à veiller, et ils vont parler, ils vont se raconter un peu leur vie, leurs croyances, leur rapport au monde, leur militantisme, et tous les propos tenus par Louise Michel sont vraiment tirés des écrits de Louise Michel. Donc tout ce que Florence lui fait dire, en fait, ce sont vraiment des choses qu'elle a déjà écrites dans ses mémoires. Louise Michel a été quelqu'un qui a été très prolixe, qui a écrit beaucoup, des romans, des pièces de théâtre, de la poésie. Donc je pense que Florence est très documentée parce qu'il y a beaucoup d'annexes. Justement, il y a toute une annexe sur la vie de Louise Michel qui est très bien racontée. Oui, alors à ce propos, elle aurait dû se documenter aussi sur les zouaves, parce que d'une manière générale, ils sont noirs, ce sont des régiments africains noirs. Voilà, si vous voyez le noir de Van Gogh, le zouave de Van Gogh, c'est un noir, etc., etc., etc. Et pendant la guerre de 14, il y avait beaucoup de noirs, de zouaves qui étaient engagés dans le conflit, et les Allemands avaient une trouille bleue parce que ils circulaient dans leur rang raciste que c'était des cannibales. Voilà, alors lui justement, il est imaginé pygmée parce qu'il a des dents qui sont taillées en pointe. C'est un bouquin qui se lit bien, et il y a beaucoup d'annexes, ça fait la moitié du bouquin. Il y a le conte de Louise Michel, La vieille chachette, où elle imagine que Louise Michel justement le raconte à ce zouave. La nuit est assez longue, ils sont tout seuls à surveiller, ils vont faire croire qu'ils sont nombreux, mais en fait ils sont que deux à pouvoir tenir la barricade. Et voilà, c'est cette nuit où ils vont. Alors Louise Michel, apparemment, qui était assez rigoureuse dans sa vie, aimait quand même boire du vin et du café. Ah ouais, j'en connais une autre. Voilà ce que j'ai lu. Ce que tu as vu, toi, c'est. J'ai lu un doc fabuleux en trois volets sur l'Iran, l'histoire de l'Iran, politique, artistique, religieuse, voilà. Quelque chose de vraiment, moi je connaissais la civilisation, les civilisations qui se sont succédées en Iran, mais j'étais, voilà, pour une idée un peu générale, mais alors là, il y a les images, il y a eu d'ailleurs c'est présenté par une Iranienne qui raconte très bien les choses, qui a l'air assez pointue là-dessus, et c'est vraiment éblouissant, voilà, on voit que c'est un pays quand même assez extraordinaire, avec une culture multimillénaire, voilà, de 400 000 ans, et qui a réussi d'une certaine manière à s'imposer aux conquérants arabes
parce qu'évidemment, avec leur culture millénaire, plusieurs fois millénaire, ils avaient un peu d'avance sur les Arabes, qui étaient quand même assez frustes de ce point de vue-là. Voilà. Et d'ailleurs, les Arabes qui sont inspirés de presque tout de la culture iranienne. Voilà, c'est assez. Et alors, ils ont été évidemment envahis par les Arabes, au 7e siècle, en 600 et quelques. Ils ont été envahis par les Mongols, ils ont été envahis par les Afghans, ils ont été envahis. Bref. Et à chaque fois, ils ont surmonté, assimilé même leurs conquérants. Voilà. Il y a une ville qui s'est ouverte quand les Mongols sont arrivés. Je ne sais pas si c'est un vizir ou le souverain de la ville, enfin le gouverneur, leur a ouvert ses portes, parce que si vous résistiez, là, c'était terrible quand les portes étaient ouvertes de force. Donc il ouvre les portes aux conquérants, il leur fait un banquet somptueux. Résultat, les Mongols n'ont rien fait aux gens, au contraire, ils sont assimilés, etc. Voilà. C'est quand même un... Non, si vous n'êtes pas tout à fait comme moi d'ailleurs, vraiment très branché ou au fait de ce qu'est ce pays, malgré en ce moment la domination des Calotins, mais ils vont les absorber comme ils ont tout absorbé. Et ils avaient aussi les Iraniens, quand un souverain exagérait un peu trop, il l'éliminait carrément. Voilà. C'est un peuple qui se laissait pas faire, quoi, en quelque sorte. Si le souverain était cool, ça allait. S'il exagérait, je veux dire, en devenant de plus en plus despote, etc., paf, il l'éliminait. C'était tout simple. Voilà. S'éliminaient aussi entre eux, les vizirs et les souverains. C'est quand un vizir prenait trop d'importance, le souverain l'éliminait. Voilà. Il y a une question comme ça chez eux qui est assez comment dirais-je, difficile, si on peut dire. Mais bon, c'est quand même fascinant. Voilà. Ouais, bah je mettrai le lien. Moi, sur Arte, j'ai vu le film de Denis Arcand, le dernier de la trilogie de Denis Arcand, qui s'appelle La chute de l'Empire américain. Denis Arcand avait réalisé Les invasions barbares et le déclin de l'Empire américain. Là, c'est le dernier volet de cette trilogie et je me suis régalée. C'est un conte un peu philosophique, amoral, sur le détournement d'argent. Ça m'a fait penser un peu à braquage à l'ancienne, mais c'est traité différemment. Mais dans cette idée de redistribution d'argent qui arrive comme ça, d'un magot qui peut faire changer les vies, c'est vraiment un très très bon film. Non, mais les personnages sont vraiment attachants et en fait au début on ne sait pas trop où on va, dans quelle direction ce film va prendre et petit à petit on comprend que... Et avec l'accent canadien. Voilà, que ça va être assez jouissif justement. Non, je le conseille vivement, on peut le voir jusqu'au 10 juin et c'est très très bien. Et tout de suite, c'est la fin, avec la chute de l'Empire américain, chouette alors. Et tout de suite, et la lecture de La combattante et le zouave. Radio Soupente, la station de Rapin sans foi, sans loi et sans courbette, admet depuis un garni déplorable et diffuse sur Internet à racaille.fr. Et tout de suite, on salue nos potes, potesses, ou potesses et potes. Claude et André de la Nation. Alors André a pu sortir enfin. Retrouver son bistrot. Retrouver sa terrasse de bistrot. Après, je ne sais plus combien de mois de confinement. Karine, notre camarade, enfin surtout celle de ma copine, Karine nous aide de Montigny les choses, voilà, une artiste qui compte. Marie-Christine Beillet, une graveuse comment dirais-je, gardoise, mais bon, on ne sait plus, elle devait aller en Cévennes, mais en ce moment c'est silence radio. Claude et William, nos potes de Brest, on espère que, bon, c'est moins humide qu'ici, enfin quoi qu'à Brest, hein, bon, on a un petit doute, mais quand même, on prie pour eux. Hein. Ouais, salut les Amaches. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Schnorr, à coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, et Claudine, une copine à ma copine Piquet, Jean Peluzzi du Val d'Oise qui nous envoie bien bonne, en ce moment c'est un peu mou, hein, Jean. Bon, Corinne, une tapissière bien aimée, une super tapissière avec sa copine Anne-Emmanuelle qui va devenir une super infographiste, et puis
Et puis Frédéric, hein, qui vient du Nord aussi, qui fait des très jolies petites peintures. Alors tous les trois, ils faisaient la bamboula le samedi soir, et ma camarade Piquet-Coup, quand il s'agit de bamboula, bon, vous la connaissez, elle les a rejoints et ils se sont vautrés dans l'alcool jusqu'à je sais plus quelle heure. Enfin bref, ça ne nous regarde pas en fin de compte. Hein. Enfin bon, elle est là, c'est le principal. Un peu fatiguée quand même, mais elle est là. Bon. Juliette Planck, une graveuse magnifique en relégation à Rochefort-sur-Mer. Juju, on pense très fort à toi et on t'aime, on t'en des bises. Clément qui grave sur tout ce qui bouge, le Vincent Van Gogh de la gravure sur bois, sur lino, sur tout ce qui bouge. Quoi. Agnès Dubarreau, graveuse aussi, qui est maintenant installée en Bretagne Sud et qui organise des stages de formation de gravure. Vous pouvez la contacter. C'est sur, tu le mets toujours les. Je vais le mettre. Ma camarade Piquet-Coup met les coordonnées. T'inquiète pas Agnès, on va t'envoyer du monde. Enfin, on l'espère. Thierry Morciot, un graveur belge, qui grave comme un graveur belge, quoi. Vous savez, c'est magnifique, hein, fantastique et tout. Bref. Colette, Jacqueline et Nicole, trois femmes veuves d'artistes qui comptent, voilà, qui entretiennent la mémoire de leur mec, la mémoire artistique surtout. Liliane et Laurence, deux écrivaines qui se produisent sous le pseudo de Claude Isner, des polars. Attention, ça les ménage. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui a dû retrouver son petit bistrot favori. Hein. Enfin, on espère pour elle. Hein. Oui, elle a retrouvé, c'est sûr. Michel Pellois, là, peintre aussi, qui compte, hein, qui était mon voisin du dessous, quand j'étais en dessous. Maintenant, je suis plus en dessous, mais lui, il est toujours au-dessus. Voilà, qu'on aide beaucoup. Marie-Christine et Christophe, deux militants chez Militants. On a reçu un mail de Marie-Christine, très jolie, très gentille, tout ça. On l'embrasse beaucoup avec son mec aussi. On n'est pas, on fait pas de différence. Cécile, tu la sens, la 5e puissance. Oui, Cécile, on la sent. T'as été un peu énervé ces temps-ci. Si on a tout compris, mais enfin bon, on sait que tu es une bonne pote quand même. Et on t'embrasse. La Rose Flamboyante, c'est elle qui a écrit le bouquin là, avec le Zouave, là, voilà, qui anime des émissions sur une radio ONI, ainsi que José Arthur, du Mélange, le dimanche en fin d'après-midi. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre émérite de Boron-Marlotte, qu'on a découvert dans la grande, immense librairie de Florence Quenu, l'Empreinte, voilà, qui expose des artistes locaux. Merci beaucoup Florence Quenu. Alice Amoroso, une très très jeune graveuse, comment on dit, les graveuses fait du relief, quoi, non, l'épargne, voilà. Qui expose en ce moment j'allais dire à Bourg-Marlotte, qui expose en ce moment à Moret-sur-Loing, hein, mais enfin le temps, oui, bref, enfin allez-y quand même, hein, prenez un parapluie et puis voilà, parce qu'il y a une grande place là en face d'où elle expose, mais qui est vachement charmante. Quand il y a un beau soleil, on peut se mettre et s'étaler les arpions et puis manger une tartine, mais bon, en ce moment ça me semble un peu compromis. Antoine des Champignons, un groupe musical que ma camarade connaît très bien. Voilà. Et puis, je continue, c'est pour finir. Hein. Cramponnez-vous à vos chaises. Dominique Paula-Dardouin, une galériste aujourd'hui, hélas, disparue, mais qu'on aimait beaucoup et qu'on regrette, et voilà, et qu'on pleure hein, toujours. Marie-Pierre, docteur collectionneur d'art, hein, que j'ai fait des gros bisous. Marie Dogno, Marie Dogno, on vous a parlé, Galerie Kaléidoscope, à rue Chapon, qui expose aujourd'hui, comment elle expose qui? Elle expose Ilia Grimberg. Ilia Grimberg, j'adore, moi j'aime beaucoup l'affiche qu'elle a faite avec une œuvre de Grimberg, et j'aime beaucoup, rien que pour ça j'irai. Mais aussi pour la galerie, bien sûr. Marie-Louise, une copine à ma copine qui aime bien le presse-papier, alors on fait des gros poutous, Marie. Marie-Lou, hein. On va t'appeler Marie-Lou. Bon voilà. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracraï.fr et tout de suite on se finit avec une pause musicale de Bélismel dans Faut vivre de Mouloudji. Salut. Salut.
Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants. Et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.